Bonjour à tous. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de ce livre. Et la vidéo d'aujourd'hui concernera l'introduction. Cette fois-ci, je l'ai préparée parce que son contenu est vraiment très important. Proche et difficile à saisir le Dieu, mais là où est le danger, croit aussi ceux qui sauvent. Friedrich Hölderlin, L'intense brûlure des dieux. Le problème du mal est l'un des problèmes les plus centraux de l'homme moderne. Aucun recours aux anciennes valeurs et aux idéaux ne peuvent nous protéger de la reconnaissance que nous vivons dans un monde où le mal en l'homme est en train d'émerger depuis les profondeurs sur une échelle gigantesque et nous confronte tous, sans exception, avec la question suivante. Comment allons-nous faire face à ce mal? L'âge moderne est une époque dans l'histoire humaine où la science et la technologie démontrent sans aucun doute la capacité de l'esprit conscient à interagir avec la nature physique et à la maîtriser dans une très grande partie. En tout cas, à un degré plus élevé qu'à n'importe quelle période plus ancienne de l'histoire humaine. Mais c'est aussi une époque c'est aussi une époque où la capacité de l'homme à traiter avec la nature psychique, avec l'âme humaine, est devenue plus épouvantablement évident que jamais auparavant. Le bain de sang qui a avalé l'Europe et qui menace de submerger le monde entier, car les guerres mondiales ne sont qu'un symptôme de cette condition, est le résultat de cette incapacité. Le phénomène qui marque notre époque est une épidémie collective du mal en l'homme, à une échelle jamais manifestée auparavant dans l'histoire du monde. Les explications conscientes variées, les idéologies politiques, les idéologies, les politiques, sociologiques, etc., qui, alors que, comme la psychologie des profondeurs le sait, ne saisissent jamais la vraie cause du problème, ne peuvent pas expliquer le fait qu'il a été possible pour le mal de s'emparer de centaines de millions d'êtres humains. L'ancienne éthique de l'époque judéo-chrétienne s'est montrée incapable de maîtriser les forces destructrices en l'homme. Il a été montré que le déclin de ce que nous décrivons comme l'ancienne éthique est un phénomène nécessaire dans l'histoire humaine. Mais cela nous confronte avec la question de savoir si ces tendances ou ces caractéristiques basiques de la nouvelle éthique sont déjà existantes, puisque l'espèce humaine est en danger d'être annihilée par l'insanité morale qui a pris possession d'elle et qui est un symptôme de cette période de transition à laquelle manque une éthique. C'est seulement en apparence que les premières lignes du conflit présent divisent l'humanité. C'est seulement en apparence que les premières lignes du conflit présent qui divisent l'humanité sont clairement délimitées.
Cela ne fait aucun doute qu'il est vrai que le combat contre le mal n'est pas la même chose que le mal lui-même. Pourtant, il reste que l'homme, l'état présent de l'homme, l'état de possession actuel de l'homme par le mal, est un phénomène qui transcende la politique, les frontières politiques et militaires, et qui entre dans les cœurs de chacun d'entre nous, quelle que soit notre position. La victime du meurtre est aussi coupable, pas seulement le meurtrier. Tous ceux qui ont vu et ont échoué à agir, tous ceux qui ont regardé ailleurs parce qu'ils ne voulaient pas voir, tous ceux qui n'ont pas vu ce qu'ils pouvaient voir, et ceux dont les yeux étaient incapables de voir, chacun de ceux-là est en réalité allié avec le mal. Nous sommes tous coupables, tous les peuples, toutes les religions, toutes les nations, toutes les classes. L'humanité elle-même est coupable. Le mal qui a percé avec les nazis, chez les nazis, le mal qui a percé dans la prétention des nazis à dominer le monde est le même mal qui jusqu'à présent a empêché qu'il y ait une solution au problème social et à l'autodétermination des personnes de couleur dans le monde civilisé, et qui menace et qui tente avec toute sa puissance de détruire la réalité de l'unité de l'humanité et la conscience d'un destin unique pour la culture et la race humaine. Les personnes de notre temps sont dans une position non enviable. Dans l'ensemble, ils n'ont rien qui puisse leur permettre de se confronter à l'annihilation délibérée du monde par le mal, excepté une éthique qui a déjà perdu son efficacité psychologique. L'insécurité intérieure de l'individu qui se fie aux valeurs de l'ancienne éthique judéo-chrétienne, mais ne ressent plus sa validité dans son cœur, et fait l'expérience de son impuissance dans sa vie de tous les jours, fait de lui une proie facile pour l'infection par le mal. Nous avons vu qu'il n'y a pas un doigt levé au nom du bien, à moins que ce doigt appartienne à un corps dont la propre existence est directement menacée. Mais, comme cela implique que les individus ou les personnes ne sont pas stimulés par le bien, même quand ces individus ou personnes ultérieurement exploitent l'idéologie du bien, elles sont simplement motivées par l'instinct de préservation de soi, suscité par le danger. Aussi longtemps que le mal ne menace pas sa propre existence, on le laisse tranquille avec toutes sortes de petits prétextes. Mais ces prétextes sont seulement déchirés quand elles dévoile quand elle dévoile les dents de l'agression nue contre soi-même, contre sa propre maison ou son propre pays. Ce n'est pas un combat contre le mal lui-même, telle est la vérité amère de notre expérience, mais tout au mieux le combat contre l'annihilation par le mal, qui incite l'homme moderne à passer à l'action. Nous sommes enclins à assumer que cette réaction
est une caractéristique universelle humaine. Et cela a été l'attitude basique de l'humanité. Cela a toujours été l'attitude basique de l'humanité. Mais nous négligeons le fait qu'il y a incontestablement eu des périodes au cours desquelles les hommes ont pris l'initiative spontanément dans le combat contre le mal et que cela a conduit en réalité à des mouvements de masse. Si de tels mouvements de masse et initiatives étaient analysés, il pourrait être facilement montré qu'elles ont non seulement été trahies par les forces en opposition, mais aussi que ces forces avaient toujours existé, que des forces avaient toujours existé qui utilisaient le bien simplement comme prétexte pour en tirer profit. Cependant, il ne peut y avoir aucun doute que la conscience de l'homme, en ces temps de mal, était en fait... Cependant, il ne peut y avoir aucun doute pour la conscience de l'homme, de cette époque, que le mal était en fait le mal, et que le combat contre le mal était une guerre sainte. Aussi longtemps que l'ancienne éthique reste valide, ses valeurs possèdent une efficacité vivante. Cependant, depuis que l'image du monde a été envahie par la percée du côté obscur, l'homme moderne est devenu si sceptique et si incertain de lui-même au sujet des questions de valeur qu'il ne peut plus se voir lui-même en tant que combattant pour le bien et contre le mal. Il a perdu la naïveté du combattant, et la question secrète qui mine sa confiance intérieure est celle-ci. Qui se bat contre qui et contre quoi? Quand l'orientation religieuse de l'homme formait l'arrière-plan de son orientation éthique, il savait très simplement que Yahvé ou Hormuzd ou le Christ ou Allah lui ordonnait de se battre. Et avec cela, il connaissait la hiérarchie de valeurs. Mais la question de savoir si l'industrie ou la classe, l'impérialisme ou la nationalité ou la race est la force motrice derrière le conflit, ou bien de savoir si l'individu est trompé ou ignorant à propos de ces causes, parce que les forces motrices derrière ce conflit sont camouflées, ou la question de savoir s'il se bat sans être conscient de la maladie dont ces conflits sont réellement le symptôme, tout cela cette question apparemment insoluble qui a donné à laquelle a été donné un millier de réponses différentes dans la conscience de chaque combattant comme une expression de la situation chaotique de notre temps. L'absolu avec lequel les idéologies en opposition s'offrent elles-mêmes comme une solution à ce problème est certes une aide à l'esprit conscient de l'individu qui s'autorise lui-même à être possédé par l'une d'entre elles. Mais la loi psychologique qui requiert que chaque fanatisme de l'esprit conscient doit être compensé par un doute aussi puissant dans l'inconscient explique que ces idéologies ont en fait contribué beaucoup à la confusion de notre temps et très peu à sa réorientation. L'ancienne éthique, dans sa forme judéo-chrétienne, a forgé le caractère de l'homme occidental. Sa perte d'efficacité
est la cause, l'effet et l'expression d'une catastrophe dans laquelle les forces en opposition qui étaient contenues par l'ancienne éthique sont devenues visibles. Mais les rudiments de la nouvelle éthique qui expriment le changement dans la constellation psychique basique de l'homme moderne peuvent être détectés à chaque instant. Le problème du mal attaque l'homme moderne à la fois sous une forme collective et sous une forme individuelle. Au cours des dernières 150 années de l'histoire de l'homme occidental, cela a percé sur la plus grande étendue possible. Cela a sapé et détruit les anciennes catégories culturelles. Mais son cours peut être aussi suivi en détail dans l'histoire psychologique de l'individu. L'étude de la profondeur du développement psychologique de l'individu, dans lequel le problème du mal devient manifeste, est bien mieux à même que n'importe quelle recherche dans les événements collectifs à discerner ces premières tentatives à une synthèse qui serait les éléments basiques de la nouvelle éthique. Cela est dû au fait que les développements externes collectifs sont des décennies derrière le développement de l'individu, qui est une sorte d'avant-garde du collectif et qui est concerné bien antérieurement par les problèmes qui par la suite attireront l'attention du collectif dans sa totalité. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les tentatives positives d'arriver à une solution apparaissent plus tôt et sont plus facilement reconnaissables dans le développement de l'individu que dans celui du collectif. L'individu qui est amené au problème accablant du mal et qui est secoué par lui est souvent entraîné par lui jusqu'au bord de l'abîme, se défend naturellement contre la destruction. Tout simplement pour survivre à tout cela, il a besoin, et ce n'est pas une question de choix arbitraire mais une urgente nécessité, des aides des forces de l'inconscient profond. En elle et en lui-même, il sera capable de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles formes de vie, de nouvelles valeurs et de nouveaux symboles pour le guider. Mais cette réalité du mal, par lequel l'individu est possédé, n'est pas simplement dérivée de sa réalité personnelle. Cela est aussi, en même temps, l'expression individuelle de la situation collective. Similairement, les énergies créatives de son inconscient, avec les indices vers de nouvelles possibilités, ne sont pas simplement ses propres énergies, mais aussi la forme individuelle prise par le côté créatif du collectif, c'est-à-dire l'humain universel, l'inconscient. À la fois le problème et le niveau auquel la solution émerge sont manifestés en l'individu. Cependant, les deux ont leurs racines dans le collectif. C'est précisément ce qui fait l'expérience de l'individu si signifiante.
Ce qui se produit en lui est typique de la situation totale, et les courants créatifs qui lui permettent de trouver ses propres solutions et son salut sont les étapes initiales de futures valeurs et de futurs symboles pour le collectif. L'individu et son destin sont le prototype pour le collectif. Il est la cornue dans laquelle les poisons et les antidotes du collectif sont distillés. C'est pourquoi les événements psychiques profonds qui saisissent un individu et lui révèlent et se révèlent en lui sous une forme qui peut être expérimentée comme ayant une signification spéciale pour une période. Non. C'est pourquoi les événements psychiques profonds qui saisissent un individu et se révèlent en lui sous une forme qui peut être expérimentée. C'est pourquoi les événements psychiques qui se produisent, c'est pourquoi les événements psychiques profonds se produisent C'est pourquoi les événements psychiques profonds qui saisissent un individu se révèlent en lui sous une forme qui peut être expérimentée comme ayant une signification spéciale pour une période de transition et pour la désintégration collective des normes. Le futur du collectif vit dans le présent de l'individu, sous pression comme il est par ses problèmes. Qui peuvent en effet être regardés comme des organes de ce collectif. Alors, j'ai souligné la partie précédente, suivante. Les personnes psychiquement perturbées et créatives sont toujours les pionniers. Leur perméabilité accrue par les contenus de l'inconscient collectif, la couche profonde qui détermine l'histoire des événements dans le groupe, les rend réceptifs à l'émergence de nouveaux contenus dont le collectif n'est pas encore conscient. Mais ce sont aussi les personnes pour lesquelles ces problèmes deviennent insistants dans leur vie personnelle, un siècle ou plus avant que le collectif ne se soit éveillé à leur existence. Comme le problème de la femme a été anticipé par les femmes du mouvement romantique, la crise morale du XXe siècle a été anticipée par Goethe dans Faust et par Nietzsche, pour prendre seulement 2 exemples. Mais ce qui est vrai pour l'individu créatif est aussi vrai, à un moindre degré, des personnes sensibles et de quelques névrosés. Il n'est pas infréquent pour une personne sensible de tomber malade, parce que son incapacité à affronter un problème qui n'est pas reconnu comme tel par le monde dans lequel il vit, mais qui est en fait un futur problème de l'humanité qui s'est confronté à lui et l'a forcé à lutter contre lui. Cela explique le manque de contemporanéité, l'isolement et l'excentrique isolation de ces personnes, mais aussi leur rôle prophétique comme pionniers. Leur destin et leur combat souvent tragique contre leurs problèmes est d'une signification cruciale pour le collectif. Parce que, à la fois le problème et la solution,
La critique qui détruit l'ancien et la synthèse qui pose les fondations pour le nouveau sont préformées par ces mêmes individus, pour le collectif, qui, en réalité, reprend leur travail. Donc c'est la fin de la partie que j'ai soulignée. La connexion entre les problèmes de l'individu et ceux du collectif est bien plus proche que ce qui est généralement réalisé. Nous ne sommes encore en aucune façon toujours capables d'être conscients. Je vais recommencer la phrase. Nous ne sommes en aucune façon toujours conscients de la constellation totale en vertu de laquelle chaque individu est un organe du collectif, dont il porte la structure intérieure commune dans son inconscient collectif. Dans cette structure, le collectif n'est pas une abstraction, mais l'unité de tous les individus dans laquelle il est représenté. La tragédie maritale de l'individu est l'arène dans laquelle le combat de la relation changée entre l'homme et la femme est porté pour règlement par le collectif. Un problème qui a une signification collective et une pertinence transcendant les conflits maritaux de l'individuel. Et similairement, le problème moral qui conduit l'individu à la maladie nerveuse est en même temps une arène et une expression du fait que le collectif n'est pas aux prises avec le problème du mal, qui est en fait en train de réclamer son attention. Aussi longtemps que certaines valeurs spécifiques retiennent leur efficacité vivante et leur pouvoir dans le collectif, l'individu, à moins qu'il soit une personne exceptionnelle, n'aura aucun problème en relation avec les questions de valeur. N'aura aucun problème en lien avec les questions de valeur. Il ne tombera pas malade à cause des problèmes qui surgissent de ces valeurs, puisque des procédures institutionnelles existent pour traiter des questions de valeur d'une façon valide. Aussi longtemps et aussi loin que le sacrement du mariage existe, il n'y aura ni névrose causée par le problème du mariage, il n'y aura pas de névrose causée par le problème du mariage, mais seulement l'adultère et le péché, la punition et le pardon. L'orientation reste valide même si l'individu se comporte de façon invalide. Mais quand le collectif ne possède plus ces valeurs, alors cela signifie mais quand le collectif ne possède plus ces valeurs, c'est-à-dire quand une crise dans les valeurs s'est produite, l'individu manque d'orientation collective. Il tombe malade à cause d'un problème pour lequel il n'y a plus de réponse collective et une procédure collective pour arriver à une solution. Il devient alors impliqué dans un conflit dans lequel aucune institution n'a plus de position pour le libérer, mais pour lequel il devra souffrir et faire l'expérience d'une solution individuelle dans le processus vivant de sa destinée personnelle. C'était l'introduction du livre La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique, écrit par Eric Newman.